Ils ont dit que c'était juste une adolescente qui arrosait des fleurs. Mais Margaret n'a pas vu une ado, elle a vu une menace, et elle a appelé la police comme si elle venait de repérer un terroriste international. 3 voitures de patrouille ont débarqué en trombe devant notre chalet au bord du lac, sirènes hurlantes, pneus crissant sur le gravier. Des voisins sont sortis sur leur terrasse, certains filmaient déjà avec leur téléphone. Et la cible? Une fille de 17 ans, pieds nus, genoux sales, en train d'arroser des pétunias, pas armée, pas dangereuse, juste vivante. Mais vous savez comment ça va dans ce genre d'endroit, les apparences comptent de plus que la vérité. Le nom de cette fille, c'était Isor Delcourt, ma nièce depuis 6 mois, depuis que ma sœur a été tuée dans un accident de voiture. Elle vivait avec moi pour l'été, le temps de se remettre. Elle avait cette façon de vous regarder comme si elle lisait à travers vous. Douce, mais jamais naïve. Silencieuse, mais jamais soumise. Et ce matin-là, sous ce soleil de juillet, elle s'est retrouvée encerclée par des flics, simplement parce que Margaret Thévenin, présidente autoproclamée de l'association de propriétaires de la résidence Lac Cristal, avait décidé qu'elle n'avait pas l'air d'être à sa place. Margaret, ah Margaret. Si vous cherchez un cliché ambulant, prenez-la. 58 ans, brushing impeccable, survêtement de luxe, manucure chromée. Elle portait ce jour-là un ensemble rose fluo qui aurait dû être classé comme arme visuelle. Elle régnait sur la résidence comme une duchesse sur son domaine, fouillant les poubelles, notant les tailles de pelouse, harcelant les retraités qui laissaient leur parasol ouvert après 19 heures. Et quand elle a vu Isor dans notre jardin, elle a foncé, téléphone déjà à l'oreille, hurlant à l'effraction comme si elle venait de découvrir un complot terroriste. « Je veux qu'on l'arrête immédiatement !» Elle beuglait, le doigt pointé comme un fusil. Isor l'a regardé calmement, a levé son petit arrosoir et a dit d'une voix tranquille « Je m'occupe juste des pétunias, madame. Ils ont besoin d'eau avant que le soleil tape trop fort. » C'était poli, respectueux, et pourtant, ça n'a fait qu'attiser la colère de Margaret, comme si la courtoisie était une forme de provocation. Quelques minutes plus tard, l'un des officiers, Martinez je crois, s'est approché, l'air un peu gêné. Il a commencé à poser des questions à Isor, qu'il a écouté, sans jamais hausser le ton, sans jamais reculer. Puis elle a sorti une enveloppe de sa poche arrière, et mon cœur s'est arrêté. Elle l'a tendue au policier comme si c'était un devoir rendu à temps. Et ce qu'elle a dit ensuite m'a glacé le sang. Vous avez raison, Madame Thévenin, les clés peuvent être copiées. Mais les titres de propriété, c'est plus compliqué, non? J'ai senti mes jambes trembler. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Pourquoi est-ce qu'elle parlait de propriété? Je croyais être le propriétaire de cette maison, ou plutôt que mon beau-frère me l'avait léguée. Mais Isor a gardé ce petit sourire tranquille. Et quand le policier a ouvert l'enveloppe, tout s'est effondré d'un coup. Premier document, un acte de naissance, père, Julien Delcourt, mon frère, mère, Élise Montel Delcourt, un nom qui m'a coupé le souffle, parce qu'Élise n'était pas seulement la sœur de sang que j'avais perdue, c'était aussi une femme qu'on croyait morte depuis 17 ans. Margaret, elle, a blêmi d'un coup. Son teint est passé du rose scandaleux au gris souris. Et quand Isor a sorti le deuxième document, un titre de propriété en bonne et due forme, le silence est devenu assourdissant. Il était écrit noir sur blanc, 42, promenade du lac Cristal, mes propriétaires, Isor Élise Delcourt. La foule qui s'était attroupée a eu un frisson collectif. Certains ont laissé échapper un « Oh mon Dieu !» D'autres ont rangé leur téléphone en douce. Mais Isor, elle, n'avait pas fini. Elle a fouillé dans sa poche une seconde fois, et cette fois, elle a sorti un médaillon en argent, ancien, orné, avec une gravure à peine lisible. Elle l'a tendu lentement vers Margaret, comme on tend un miroir à un vampire. Et là, Margaret s'est mise à trembler. Pas de colère, non, de panique. Elle a murmuré, presque supplié, « Ce n'est pas à moi !» Mais ses mains disaient le contraire. Et Isor, elle n'a même pas scié. Elle a ouvert le médaillon d'un petit clic sec, et ce bruit a claqué comme une gifle dans l'air moite du matin. Une photo ancienne y était glissée à l'intérieur. 2 femmes, Élise, rayonnante, et l'autre, Margaret, plus jeune mais reconnaissable. Isor l'a montrée à tout le monde sans dire un mot. Elle n'en avait pas besoin, tout le monde avait compris. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce n'était que le début. Margaret a reculé d'un pas, puis 2, comme si le sol sous ses pieds devenait liquide. Mais Isor, elle est restée droite, l'air tranquille, presque compatissante. Puis elle s'est tournée vers moi, son regard planté dans le mien, et a dit calmement « Je crois qu'il est temps que tu saches ce qui est vraiment arrivé à maman. » J'ai senti mon cœur rater un battement.
Elle s'est installée dans le vieux fauteuil, en osier de Julien, son père, mon frère, et a ouvert une petite boîte en bois qu'elle avait laissée dans l'entrée. À l'intérieur, il y avait des lettres, des coupures de journaux et une vidéo. La première image, un article de 1999, étudiante disparue à Stanford, Élise Montel introuvable depuis 3 jours. La suivante, un certificat de décès au nom de Helena Marchand, un alias. Sa mère avait vécu sous une fausse identité pendant 17 ans. Mais pourquoi ? La réponse était dans le dossier qu'Isor avait méticuleusement préparé. Élise n'était pas morte dans un accident. Elle s'était volatilisée pour fuir quelque chose, ou plutôt quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Margaret. Pas seule, non. Elle faisait partie d'un réseau, une organisation criminelle bien huilée, dissimulée derrière les façades de luxe, de lacs cristal, blanchiment d'argent, faux permis de construire, complicité politique, et tout ça financé par nos cotisations de copropriété. Élise avait tout documenté pendant 18 ans, et elle savait qu'un jour, elle ne serait plus là pour finir ce qu'elle avait commencé. Alors elle avait préparé Isor. Elle lui avait appris à coder, à lire entre les lignes, à se méfier du silence. Et quand elle a senti la fin approcher, elle a tout légué à sa fille, en lui donnant une seule mission : finis ce que j'ai commencé. Ce matin-là, quand Margaret a débarqué pour accuser Isor de violation de domicile, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher la dernière étape d'un plan vieux de 2 décennies. Et ce plan, il impliquait le FBI. Oui, Isor avait envoyé un signal quelques jours plus tôt. Un dossier numérique, chiffré, accompagné d'un seul message : « Je suis la fille d'Élise Montel, le moment est venu ». Alors, pendant que nous digérions encore la vérité, un convoi de voitures banalisées est arrivé à toute vitesse. Des agents fédéraux ont encerclé la maison de Margaret, le bureau de l'Ashoa, 2 autres chalets liés à des complices. Tout en même temps, c'était une opération coordonnée avec une précision militaire. Margaret a tenté de fuir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait une voiture de secours cachée derrière un entrepôt. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le GPS avait été piégé. Et pas que ça. Une caméra intérieure avait été installée dans sa voiture. Quand elle a atteint la route menant à l'aéroport privé, un message s'est déclenché. La voix d'Élise a résonné, calme, implacable. « Bonjour Maria, si tu entends ceci, c'est que tu viens de mener les autorités directement vers ton argent, tes complices et ta fin. » Margaret a hurlé, a tenté un demi-tour, mais c'était trop tard. Les gyrophares ont envahi ses rétroviseurs. Des agents l'ont arrêtée au milieu de la route, les armes pointées, pendant que le drone de surveillance captait la scène sous tous les angles. Chez nous, le silence était total. Isor ne souriait plus. Elle regardait l'écran, droite comme une flèche, puis elle s'est tournée vers moi et a murmuré « Papa, je suis restée figée ». Elle l'a répété. Et soudain, tout est devenu clair. Élise n'était pas juste ma sœur, elle était la mère de ma fille. Elle m'avait protégé à l'époque, en coupant tous les liens. Elle m'avait laissé croire qu'elle était morte pour ne pas me mettre en danger. Et elle avait élevé notre fille dans l'ombre, jusqu'à ce qu'elle soit prête. Alors que le FBI démontait l'empire criminel de la Cristal, Isor reconstruisait le nôtre. Elle a rejoint le nouveau conseil résidentiel en tant que trésorière, la plus jeune de l'histoire du quartier. Moi, j'ai accepté d'être le médiateur communautaire. Et pour la première fois depuis longtemps, notre petit coin de paradis est devenu ce qu'il aurait toujours dû être, un refuge. Isor a été acceptée à l'université de Georgetown en comptabilité judiciaire. Elle veut bosser pour le FBI. Et vous savez quoi ? Je ne doute pas qu'elle y arrivera. Un soir, sur le quai, on regardait le lac redevenir rose sous le soleil couchant. Elle a dit « Maman n'a pas raté mon enfance, elle l'a protégée. » Et là, j'ai su que justice avait été rendue, pas seulement contre Margaret, mais pour Élise, pour notre famille, et pour chaque silence forcé par la peur. Alors maintenant, je vous pose la question, quand une fille de 17 ans peut faire tomber tout un réseau criminel, et que la présidente de l'Ashoa finit menottée dans sa propre voiture de luxe, qui est vraiment le danger ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que la justice a été rendue ? Ou est-ce que, dans certains quartiers, le pouvoir corrompt plus que la loi ne protège ? Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, où la vérité frappe plus fort que n'importe quelle sanction.